Mon setup a énormément évolué ces derniers temps. Après quelques semaines de transition, me voilà totalement immergé dans l'écosystème d'Apple. Il y a des choses qui m'ont surpris, des choses qui m'ont dérangé, que j'ai adoré, et à l'inverse, il y a des choses que je peux pas retrouver ailleurs que chez Google. Allez, histoire que vous soyez au courant, je vous présente où j'en suis aujourd'hui. Alors petit disclaimer que je trouve important, dans cette vidéo je vous présente du matos qui est assez coûteux, mais sachez que personne n'en a vraiment besoin, c'est jamais aussi bon que dans votre imagination, et concrètement personne n'a besoin d'avoir tout le temps le dernier gadget à la mode. Gardez ça à l'esprit et n'hésitez pas à simplement économiser votre argent et à utiliser ce que vous avez, c'est très bien. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous présente mon setup de début 2020 qui a pour prétention de combiner le meilleur de Google et d'Apple. On va commencer rapidement avec la pierre angulaire de mon setup, la machine qui fait tourner la chaîne et mon travail universitaire, le MacBook Pro 13 pouces. Je me suis orienté vers l'excellente version d'entrée de gamme de 2019 qui combine un tarif plus raisonnable, la Touch Bar, 2 ports Thunderbolt, un écran True Tone assez bluffant et un Core i5 Quad-Core Whiskey Lake propre à Apple. Par contre, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, c'est quand même un petit peu pingre à ce tarif, en sachant que l'entrée c'est 1500 € quand même. Mais bref, cette machine bénéficie en tout cas d'une construction exemplaire. C'est assez impressionnant à voir et à ressentir, mais c'est pas quelque chose que je peux vous montrer en vidéo. Son design est très soigné et surtout profilé grâce à son clavier papillon qui lui offre une certaine finesse et un profil unique. Pour cette vidéo, je vais me contenter de vous résumer mon feeling en une phrase. J'aime plutôt cette dernière version du clavier papillon, je dois dire. C'est celle qui aurait dû exister dès 2015. Elle a une sensibilité et un clic ferme que j'aime beaucoup, mais ça reste un compromis par rapport au confort d'un Surface Laptop 3 par exemple. Ça a du sens sur un modèle de 13 pouces, mais voilà, à vous de voir ce que vous préférez, la compacité ou le confort. Justement, tout comme sur le Laptop 3, détail tout bête, j'adore le fait que les haut-parleurs du MacBook soient tellement bons que j'ai pas besoin de brancher un casque ou une enceinte externe, même pour un petit peu de musique, c'est assez impressionnant. macOS c'est en tout cas un petit coup de cœur et c'était pas évident, sachant que je suis quand même un gros fan de Windows. Je trouve toujours que Windows a un certain avantage en matière de rapidité sous certaines tâches, notamment de la suite Adobe, mais macOS a un gros avantage de stabilité et de cohérence graphique. Sous macOS, un crash est infiniment rare et ça fait du bien, c'est vrai que ça me change un petit peu. Autre chose, grâce à la puce de sécurité T2 et à l'intégration poussée de Touch ID, c'est vrai que j'ai plus confiance en ce MacBook qu'en un laptop Windows en termes de sécurité. La puce coupe les micros dès que l'écran de la machine est rabaissé par exemple, bref ça offre une certaine tranquillité d'esprit je dirais, et ça c'est grâce à l'intégration d'Apple et à sa fermeture. Restons dans la stabilité et la cohérence, et forcément vous le savez si vous avez vu ma vidéo découverte, mon téléphone principal en ce moment, c'est l'iPhone 11. J'ai pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo, l'iPhone 11 est une super machine, ultra fiable et rapide. iOS offre une expérience utilisateur irréprochable avec des animations et une optimisation au top de ce qui se fait, autant dans les applications d'Apple que dans les applications tierces. J'aimerais aussi souligner l'impressionnante batterie de l'iPhone 11, pour le coup c'est vraiment le truc que je garde en mémoire. Il me reste en général 50% de batterie après une journée de 5h du matin à 22h le soir, c'est assez bluffant. On peut aussi parler de la qualité de ce qu'il produit en termes de photos et de vidéos, mais ça je le détaillerai dans mon test. C'est pas mal, mais je pense pas que ce soit au niveau du pixel honnêtement, surtout en termes de photos. Ceci dit, autant en termes de matos que de software, l'iPhone est un petit peu ennuyeux. Je peux comprendre qu'on admire la puce A13, c'est mon cas d'ailleurs, elle a énormément de capacité, elle est extrêmement puissante, extrêmement avancée, mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que tout est un petit peu froid, que l'intuitivité se fait vraiment au prix de je sais pas, cette petite personnalité qu'ont certains téléphones Android comme le Pixel notamment. Ça reste mon avis, ceci dit, je comprendrai totalement si vous pensez autrement et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que vous-même vous en pensez. A noter, j'ai toujours un téléphone Android comme smartphone secondaire, en général le modèle que je teste, j'aimerais bien que ce soit un Pixel 3A, mais pour le moment il s'agit du Motorola One Zoom, mon Pixel 4 ayant dû être vendu, faute d'argent je vous avoue. Mais clairement, ce qui est le plus intéressant dans l'écosystème d'Apple, ce n'est pas sa voûte, à savoir les MacBooks et autres iPhone, familier de tous. Non, le plus intéressant, c'est bien ses appendices, l'iPad et l'Apple Watch. Commençons par l'Apple Watch, ici la série 5, étant donné qu'il était hors de question que je fasse un compromis sur l'affichage de l'heure, un comble pour une montre quand même. Il s'agit du modèle 40 mm, déjà bien gros pour mes petits poignets, avec un bracelet noir à 6 € issu d'Amazon, identique au bracelet sport à 45 € fourni par Apple. Niveau montre connectée, vous le savez, c'est sans doute la meilleure grâce à la relative fermeture et à l'optimisation d'Apple. En quoi est-elle meilleure ?
Pour ma part, je dirais que c'est parce que c'est la seule qui a réussi à se départir de son simple statut d'accessoire, d'extension de votre téléphone, pour devenir un appareil à part entière dédié au suivi de la santé et au fitness. L'Apple Watch est géniale à utiliser dans le cadre de ma passion pour le running. Elle fait à la fois un très bon boulot pour traquer l'activité physique et le rythme cardiaque, elle offre un retour haptique fin et discret, ce qui est très intéressant à ressentir, mais c'est aussi un iPod à part entière grâce à ses 32 Go de stockage et à l'intégration d'Apple Music. C'est bête, mais j'en avais vraiment marre de Play Music totalement buggé sur Wear OS et attendre YouTube Music pendant des années, ça commençait à faire long. À part ça, je vous l'avais dit dans ma précédente FAQ, l'Apple Watch m'aide à combattre mon anxiété en me ramenant à la raison quand mon rythme cardiaque s'emballe pour rien, c'est mon petit défaut personnel. L'Apple Watch est aussi une des seules montres qui ne considère pas que j'ai fini mon activité physique de la journée après mon sport du matin, mais qui m'encourage toujours à continuer à me lever tout au long de la journée pour fermer mes cercles. C'est quand même pas mal et ça me fait du bien, j'ai réalisé. Bref, l'Apple Watch c'est un produit coup de cœur, mais même pour moi qui suis un gros mordu de fitness, je trouve que 450 € ça fait un petit peu cher. Comprenez-moi bien, l'Apple Watch vaut totalement son prix en termes de matos, en termes de ce qu'elle propose. Le truc c'est que par rapport à l'ensemble du marché des smartwatches, son positionnement est un petit peu trop élevé à mon goût. A l'inverse, l'iPad est un appareil incroyable au tarif franchement accessible pour ce qu'il propose. Étant donné que je reste dépendant d'un ordinateur classique pour mon travail, j'attends pas grand chose de plus d'une tablette que d'être un appareil agréable pour la navigation web et Netflix, et malgré ça, cet iPad a réussi à dépasser de loin mes attentes. Je me suis dirigé vers la version standard après une petite hésitation avec l'iPad Air en me disant que j'avais pas spécialement besoin de performances supplémentaires dans mon cas. Cependant, son processeur A10 Fusion reste fluide, sans doute grâce au passage de 2 à 3 Go de RAM cette année. iPadOS se montre incroyablement riche, quoique toujours forcément fermé et limité, et Apple Arcade prend vraiment tout son sens sur un iPad avec une petite manette comme celle-ci de SteelSeries que j'avais acheté en 2014, à l'époque du premier iPad Air il me semble. Pour 350 €, avoir un tel écran, ces performances et autant de possibilités, et bah c'est assez impressionnant. Et puis évidemment la killer feature quand on a un MacBook, c'est Sidecar qui permet d'utiliser l'iPad comme un moniteur externe en un clic, sans aucun fil et avec une latence minime. C'est assez proche de ce que je qualifierais de magique honnêtement, et j'adore voir ce genre de choses dans la technologie. Bravo à Apple pour ça. J'aimerais parler un petit peu d'Apple en général maintenant. Force est de constater qu'avec iMessage, AirDrop, iCloud et d'autres services comme la continuité avec Handoff, c'est très agréable à utiliser cet écosystème au quotidien. Je comprends totalement qu'on veuille rester dans l'écosystème d'Apple, ne serait-ce que pour ces très séduisantes appendices que sont l'Apple Watch, l'iPad et pourquoi pas les AirPods, même si c'est pas trop mon style. C'est bien beau, mais je dois avouer que j'ai toujours un petit peu de mal avec l'image que véhiculent tous ces appareils. C'est bête, mais dès que je suis arrivé à la fac à la rentrée avec mon MacBook, mon Apple Watch et l'iPhone, la plupart de mes potes ont immédiatement remarqué le changement, alors que jusque-là, je changeais déjà d'appareil toutes les 2 semaines sans que personne ne s'en rende compte. Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup le fait de pouvoir parler tech à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet au-delà d'Apple, ça fait du bien d'en parler avec le grand public qui s'y intéresse, mais je reste assez mal à l'aise à l'idée que quasiment tout le monde connaisse la valeur de ma montre ou de mon téléphone dès que je le sors dans le métro. Bref, même si on est fan d'Apple pour sa technologie, pour sa philosophie, chose que je respecte totalement et que je rejoins d'ailleurs, c'est très difficile de nier que c'est un symbole de statut social quelque part désormais. À vous de voir si ça vous plaît. Revenons à mon setup, je me suis un peu égaré. Alors autant pour la partie device, c'est vrai que l'écosystème d'Apple me plaît énormément, mais pour ce qui est de la domotique, je trouve que l'écosystème de Google est plus intéressant. D'une part, c'est parce que Google est plus ouvert, offre davantage de liberté pour choisir ses accessoires et propose des options qu'on ne retrouve pas chez Apple, comme le Nest Hub et son écran très sympathique. D'autre part, ce serait aussi parce que j'ai pas forcément besoin de vous dire qu'il n'y a pas de compétition entre Siri et le Google Assistant. J'ai l'impression que Siri est davantage un contrôle vocal amélioré, souvent très rapide d'ailleurs, mais il est incapable de répondre à certaines questions simples là où le Google Assistant réussit encore aujourd'hui à m'étonner par sa sagacité. En tout cas, le Nest Hub est le parfait assistant pour les révisions, il est très pratique pour avoir quelques informations à la volée sur un auteur ou quoi que ce soit, j'ai apprécié pendant mes partiels, tout en me permettant de contrôler mon éclairage ou encore mon Chromecast Ultra à la voix. Mon Chromecast Ultra est justement relié à ma télévision, une petite Sony Bravia de 32 pouces qui date de 2008. Cette série téléviseur est juste increvable tout en offrant une image excellente en termes de rendu des couleurs, de contraste et de netteté. Elle a même 3 ports HDMI et une connectique analogique, chose qui est désormais très rare. Ce modèle est uniquement HD, mais j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Enfin bref, c'est vraiment un petit coup de cœur cette série, et si vous la trouvez d'occasion, n'hésitez pas pour avoir une télévision à bas prix et de qualité. C'est sur cette télé que je joue à Stadia en premier lieu, mais si vous avez vu ma FAQ, vous le savez, Stadia c'est pas pour moi en l'état actuel des choses. Ma connexion ne me permet pas d'avoir une expérience stable, je peux jouer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure
à des jeux comme Destiny 2, mais du coup je me vois pas investir pour acheter des jeux, sachant que je peux pas vraiment y jouer pour le moment. Ceci dit, j'aimerais être un petit peu positif, la plateforme m'a étonné par sa capacité à proposer une expérience sans aucune latence, c'est assez bluffant, relativement qualitative vu la faiblesse de mon réseau qui est un simple ADSL avec l'agrégation 4G, chose qui est assez peu stable, chose pour laquelle je crois à 100% en ce projet avec l'arrivée de la 5G et la démocratisation de la fibre. Je pense que dans les prochaines années, ça va être une option très intéressante à mesure que Stadia étoffe son catalogue. Pour le reste, en termes d'accessoires, j'ai pas grand chose à vous dire. En matière d'audio, j'utilise toujours les écouteurs Okiki Series qui sont excellents et discrets et le casque Urbanier The Pampas que j'adore. Ils sont tous les deux très solides, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos dédiées d'ailleurs. J'ai toujours aussi l'indémodable Logitech MX Master 2S comme souris pour le montage vidéo. J'adore toujours autant son design, enfin voilà, une très solide souris. Un petit peu chère, mais si vous la trouvez d'occasion, ça peut être un bon deal. Bref, vous l'aurez compris, j'ai toujours ma petite préférence pour l'écosystème de Google et surtout pour les pixels comparés à l'iPhone qui sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus fun. Mais je dois dire que je trouve très pertinent d'avoir d'un côté l'écosystème de Google pour ses services et pour la domotique et de l'autre l'écosystème d'Apple pour les devices. Comme quoi, combiner les marques, bah ça a du bon au final. La compétition, c'est pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant mon setup. J'ai pas de conclusion grandiloquente à vous sortir, je vous avoue, c'est simplement les appareils que j'utilise au quotidien et maintenant vous savez lesquels. Évidemment, vous vous en doutez, il y a pas mal de vidéos qui vont venir sur le sujet, différents tests sur le MacBook notamment, sur l'iPhone qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Et puis... comme d'habitude les gens, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage si ça vous a plu, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et moi, je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut!